Stéphane Amar, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Alors nous étions à la recherche ce matin d'un journaliste honnête, capable de nous expliquer une situation un peu complexe dans laquelle on a le sentiment d'être plongé depuis quelques jours. Alors on vous a trouvé. Nous voulions essayer de comprendre avec vous ce qui se passe en particulier dans le cadre des affaires judiciaires liées à Binyamin Netanyahou. On sait que l'on approche de l'échéance de la décision du conseiller Mendelblit concernant ces enquêtes et l'on découvre finalement de jour en jour des révélations, des fuites qui existent et puis même, on va dire, certains événements qui peuvent susciter des interrogations quant au rôle de la police israélienne, du parquet israélien et même, on va dire, de la presse israélienne. Est-ce que vous avez, pour vous poser une question générale au début, le sentiment qu'autour de ces affaires, eh bien, tout s'est déroulé de la manière la plus légale possible, ou alors avez-vous le sentiment plutôt que, eh bien, il y a certaines interrogations qui sont suscitées autour des affaires de Binyamin Netanyahou, des témoins à charge qui ont été désignés ou en tout cas qui ont été qui se sont présentés pour essayer de charger Binyamin Netanyahou. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Alors bon, évidemment, sur la légalité, je ne peux pas me prononcer. D'abord, je n'ai aucune compétence dans ce domaine et ensuite, je ne connais pas le fond des dossiers. Mais ce qui paraît évident, maintenant, après ces plusieurs mois d'enquête, c'est que les affaires sont beaucoup moins claires qu'on l'aurait cru, qu'en tout cas, une certaine presse essaye de nous le faire croire. Vous savez, feu Jacques Chirac avait une expression bien célèbre, il disait les affaires vont faire pchit. Et on a un petit peu l'impression ce matin qu'il y a notamment la principale affaire, le fameux dossier 4000 est en train de faire pchit, puisqu'on a un témoin principal qui finalement n'est pas très sûr d'avoir assisté à des réunions, il n'est pas certain non plus de la date et de qui était présent. On voit bien que ces accusations sont complètement floues. Et s'il y a un procès à faire, en tout cas ce matin, c'est bien celui de la presse israélienne qui depuis des mois, voire des années, s'acharne littéralement sur Binyamin Netanyahou, et également sur son épouse, et même maintenant sur son fils Yair. Donc on est en tout cas dans une situation beaucoup plus trouble, beaucoup plus incertaine que ce que veulent bien faire croire les gros titres de la presse populaire israélienne. Oui, on l'a remarqué, en tout cas c'est très net. On avait le sentiment, à travers les fuites qui avaient été faites par probablement le parquet et la police israélienne, que Binyamin Netanyahou ne pouvait pas ne pas écoper d'une inculpation. Et là, ces derniers jours, on voit d'autres révélations conduites essentiellement par le correspondant politique, l'analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal, qui viennent contrebalancer certaines révélations de certains de ses confrères. Comment vous expliquez ce bras de fer qui existe dans une rédaction, dans une même rédaction, entre des journalistes qui font telle révélation, qui ont telle fuite, et des journalistes qui ont d'autres fuites? Est-ce que ces fuites proviennent de sources différentes, à votre avis? Oui, c'est tout le problème, si vous voulez, des relations incestueuses entre médias, politiques et justice. Il y a effectivement un jeu finalement de manipulation croisée entre ces milieux, c'est quelque chose qu'on connaît également très bien en France. Et il y a évidemment des gens qui, dans le milieu politique, mais également dans le milieu judiciaire, dans le milieu policier, ont intérêt à ce que Binyamin Netanyahou tombe. Et donc ces gens-là ont nourri pendant des mois les journalistes dont vous parlez, enfin ce journaliste dont vous parlez, qui a été le principal journaliste à charge contre Binyamin Netanyahou. Guy Peled, pour le citer. Absolument. Effectivement, dans un premier temps, le Premier ministre n'a pas pu se défendre pour des raisons légales et il passe maintenant à l'offensive. Et c'est cette fois-ci un autre journaliste, Amit Segal, qui lui relaye la thèse, entre guillemets, de la partie adverse de Binyamin Netanyahou et qui bénéficie, maintenant que Netanyahou a un plein accès au dossier, d'informations effectivement qui nous étaient inconnues jusqu'à présent. Alors, on parle de la presse, mais ces interrogations sont dirigées également vers la police, d'une part, et vers le parquet, en particulier le parquet, parce que la justice, bon, la police, c'est difficile de se faire une opinion, parce qu'elle ne fait qu'une recommandation dans les dossiers du Premier ministre, mais le parquet, lui, a la décision. Il peut lui-même, en tout cas les responsables du parquet, peuvent influer sur la décision définitive du conseil juridique du gouvernement, et c'est beaucoup plus important. Que pensez-vous de l'attitude du parquet dans toutes ces affaires ?
Alors, il y a deux aspects, si vous voulez. Je dirais qu'il y a un aspect technique et il y a un aspect plus idéologique. L'aspect technique, c'est que le parquet est dans son rôle dans l'accusation. C'est le rôle du parquet de réunir des charges contre un prévenu, et il y a ensuite un juge qui doit faire la part des choses entre les éléments qu'il va recevoir du parquet et les éléments qu'il reçoit de l'avocat de la défense. Tout système judiciaire dans les pays démocratiques fonctionne selon ce modèle, et il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de scandaleux à ce que le parquet nourrisse d'une certaine manière des charges contre Benyamin Netanyahou. Il faudra ensuite les examiner. Ensuite, effectivement, du point de vue idéologique, on sait très bien, c'est un secret de polichinelle, que l'establishment judiciaire est extrêmement hostile à la droite israélienne, au Likoud. Pendant des années, il a d'une certaine manière fait la politique d'Israël, surtout sous le règne d'Aaron Barak. Et je dirais que les enfants idéologiques d'Aaron Barak sont actuellement aux commandes et que probablement on peut supposer, on peut présumer qu'ils ont une véritable antipathie contre Benyamin Netanyahou, le chef du Likoud, et que cette antipathie se traduit malheureusement d'une certaine manière dans des procédures judiciaires. En résumé, vous voulez dire que Benyamin Netanyahou ne bénéficie pas d'un traitement, on va dire, honnête dans ces dossiers ? Ah, écoutez, ça encore une fois, du point de vue judiciaire, je ne peux absolument pas me prononcer. En revanche, et ça, c'est un point de vue journaliste absolument certain, ces accusations de collusion entre Benyamin Netanyahou et la presse israélienne, notamment entre Yediot Aharonot, sont absolument grotesques pour qui lit la presse israélienne quotidiennement. Il est évident à la première lecture que la presse israélienne est très majoritairement hostile à Benyamin Netanyahou, si bien que le Premier ministre a même fait financer par un de ses amis un journal gratuit, Israël Hayom, pour quelque part contrebalancer cette couverture extrêmement négative. On l'a vu encore très récemment, ces jours derniers, avec la commémoration de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Benyamin Netanyahou paye toujours le prix, d'une certaine manière, 25 ans après. C'est son péché originel, on va dire. Absolument. Et la presse est unanime à chaque fois donc à le condamner, à le classer dans le camp des extrémistes, sans parler évidemment des phrases contre guillemets de son épouse qui font régulièrement la une des médias. Donc il n'est absolument pas ménagé. Imaginez qu'il ait pu dealer d'une certaine manière une complaisance de la presse israélienne, ce serait dire qu'il est un extrêmement mauvais négociateur, parce qu'en tout cas il a payé pour rien. La presse israélienne jamais n'a ménagé Benyamin Netanyahou. Oui, alors justement, à propos de ce traitement de faveur ou de pas de faveur qui aurait été accordé à Benyamin Netanyahou, on a vu l'appréciation de juristes américains qui sont venus lors des auditions accordées par le conseiller Mandelblit aux avocats du Premier ministre et qui ont affirmé que les relations entre la presse et le pouvoir, si on les qualifiait de comportements corruptifs, cela pouvait porter atteinte à, on va dire, la solidité de la démocratie israélienne, de la liberté d'expression. Vous partagez cette opinion? Ça n'existe pas en Europe, aux États-Unis, d'inculper un homme politique pour ses relations avec le pouvoir, avec la presse? Non, parce que si vous voulez, ces relations sont tout à fait naturelles. Je dirais qu'elles sont saines. Heureusement que la presse a des relations avec le pouvoir politique, ne serait-ce que pour informer le public, mais également, si vous voulez, pour permettre aux hommes politiques de tester l'opinion, de quelque part de sentir leur public. Donc il est évident, et aux États-Unis en premier lieu, mais également en France, on l'a bien vu avec ce livre qui avait été écrit sur le président Hollande, que les hommes politiques ont des rapports, je dirais, quasiment intimes avec la presse. Il n'y a rien, si vous voulez, de mal à cela. Si maintenant on établit une véritable corruption, une campagne financée, comme le fait par exemple Soros, pour propager ses idées, là effectivement c'est beaucoup plus grave. Mais dans les dossiers qui nous concernent, les dossiers qui concernent Netanyahou, on parle évidemment de choses infiniment moins graves et infiniment moins sérieuses. Alors, vous avez le sentiment que dans tout cet embroglio, dans toute cette situation dans laquelle on se trouve actuellement, le conseiller juridique du gouvernement peut trancher de manière équitable. Vous pensez que c'est humainement possible de sa part, tout en connaissant à la fois sa relation qui était très proche avec Benyamin Netanyahou et puis les pressions qu'il devrait ou qu'il subit probablement de la part de certains des responsables du parquet israélien comme Shai Nitzan, le procureur général, ou son adjointe Liat Ben-Ari? Écoutez, après tout ce qu'on a dit, je voudrais dire que j'ai une très très grande confiance dans la justice israélienne, qui finalement... Malgré tout. Oui, malgré tout, et je vais vous donner un exemple extrêmement précis, c'est l'exemple d'Ehud Olmert.
on a souvent dit qu'Ariel Sharon avait dealé d'une certaine manière avec l'autorité judiciaire en se retirant de la bande de Gaza pour que les poursuites soient abandonnées contre son fils. D'abord, c'était absolument faux puisque son fils a bien été condamné par la justice, mais surtout Ehud Olmert, qui avait été beaucoup plus loin dans les concessions faites aux Palestiniens, a été condamné et même emprisonné. Même chose pour le président Katsav, qui avait soutenu également le retrait de Gaza. Il a été emprisonné. Donc on voit bien qu'au final, si vous voulez, la justice ne fait aucune différence entre la gauche et la droite. Elle juge vraiment sur pièce, même si encore une fois, on l'a dit, il y a des intérêts de part et d'autre. Donc je suis absolument certain que ces affaires finalement trouveront leur issue judiciaire. Elles seront jugées de manière impartiale. Et quant à Mandelblit, je dirais que ceci explique cela. C'est parce qu'il était un proche de Benyamin Netanyahou, parce qu'il est religieux, parce qu'il est classé à droite, qu'il a laissé la justice mener ses investigations, la police mener ses investigations. Mais maintenant, le temps est venu effectivement d'examiner les preuves sereinement et de voir s'il y a lieu ou pas de condamner le Premier ministre israélien. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir apporté votre éclairage, votre avis sur cette situation extrêmement complexe. On n'aimerait pas être à la place, effectivement, d'Avichai Mandelblit au cours des prochaines semaines. Merci de nous avoir éclairé sur ce dossier, Daniel. Et bonne journée. Shalom. Merci.